Il y a quelques semaines, j'ai posté un commentaire sur l'annonce de la parution d'un livre de notre confrère Michel Gad-Volkovitz, dans lequel sont rassemblées des photos de cabinets de psychanalystes. L'illustration de la couverture m'a aussitôt fait penser au positionnement à 90 degrés du fauteuil de Freud dans son cabinet viennois. Mon commentaire ayant été, je pense, mal compris, je vais tenter d'éclairer un peu les raisons qui m'ont poussé à mettre en avant l'intérêt de la position de ce fauteuil, même si celle-ci peut sembler trop orthodoxe. Alors, qu'il s'agisse d'un analysant ou d'un supervisé, la règle fondamentale demeure la même, c'est-à-dire mettre en mots ce qui vient naturellement à la pensée sans rien retenir. On comprend donc que l'un et l'autre s'ouvrent à ce qu'il y a de plus intime en eux, et donc bien évidemment tout ce qui touche au sexuel. Qu'il y ait rétention de matériaux, que ce soit par honte, par pudeur ou par crainte de voir son image écornée aux yeux de l'analyste, et l'analyse est biaisée, ou en tout cas ralentie. Or, parmi les éléments de ce matériau, il en est un qui occupe une place privilégiée, c'est celui du transfert, ou plutôt des transferts. Qu'il s'agisse de celui de l'analysant sur l'analyste, ou de celui du supervisé sur ses premiers patients. Dans ce que rapportent les supervisés, il est souvent question de ces affects puissants qui viennent habiter le jeune analyste à l'égard de certains patients. Alors, il s'agit parfois de désintérêt, d'ennui, de malaise, d'inconfort, mais la plupart du temps, c'est d'attirance, de désir qu'il est question. Or, à quoi tient ce désir ? Je veux dire, qu'est-ce qui fait apparaître ce désir et qui le nourrit, sinon la vision du corps du patient ou de la patiente. Eh bien voilà très précisément où je veux en venir. La position allongée sur un divan permet à l'analysant d'interpréter tout ce qui appartient à l'analyste ou tout ce qu'il imagine appartenir à l'analyste. Ses pensées, ses gestes, les petits bruits qu'il produit, ses jugements, ses désirs vis-à-vis de lui, la destination de son regard, ce sur quoi se pose son regard. Cette position allongée lui permet d'interpréter ce matériau au lieu d'en retirer des informations plus concrètes s'il avait l'analyste dans son champ de vision. Pour ce qui est de l'analyste, la possibilité que son regard porte ailleurs que sur le corps du patient empêche de nourrir des pensées, des jugements et des fantasmes de tous ordres, ou tout au moins limite considérablement leur densité. Et qu'on ne me réponde pas que j'exagère. J'entends chaque jour de la part de praticiens en supervision la reconnaissance de pensées et de fantasmes issus de la vision trop appuyée du corps de leurs patients et patientes. Alors vous pourriez me répondre que l'analyste ne peut pas échapper à la vision du corps du patient, ne serait-ce qu'au moment où il fait entrer celui-ci dans le cabinet et le moment où il lui ouvre la porte pour clore la séance. Certes, eh bien ces moments, obligés en quelque sorte, devraient être suffisant. À partir du moment où l'analyste s'installe dans son fauteuil, son regard doit être aussi flottant que son attention. D'où l'intérêt du fauteuil placé à 90 degrés à la tête du divan qui fait porter le regard de l'analyste devant lui et non pas sur le corps du patient. Quant à l'argument avançant que nous aurions besoin de voir les réactions corporelles du patient, l'expérience nous montre suffisamment que les affects, ça s'entend.
sans qu'il soit besoin de les vérifier sur le corps même du patient. Que le patient se débatte ou qu'il jouisse de ses fantasmes projetés sur l'analyste, ça fait partie de sa vie d'analysant, ça fait partie de son voyage analytique. Mais que des appréciations soient faites mentalement par l'analyste observant le corps d'un ou d'une patiente et que ces appréciations dérivent vers des désirs fantasmatiques chez lui, cela entache, à mon sens, et l'écoute et les impératifs contre-transfert. Voilà pourquoi cette position du fauteuil à 90 degrés me paraît aussi importante. Au-delà d'une vision orthodoxe de la chose, il me semble qu'elle allège le psychanalyste. Elle le libère. Elle le rend plus disponible, plus présent, plus centré. Tout à l'analyse de son analysant.